long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Décidément, on se quitte plus, c'est QFR le matin. Hier, jeudi, si vous êtes passé sur la chaîne YouTube ou si simplement vous l'avez vu apparaître dans votre fil de streaming, Shai Mamou a fait une interview vraiment très intéressante d'Audrey Sauret pour parler de l'équipe de France, du cas Marine Johannes, elle de sa reconversion, l'équipe de France féminine bien sûr, puisqu'elles sont en train de disputer le championnat d'Europe 2023. Et puis, si vous le savez parce qu'on vous l'a dit à plusieurs reprises, mais on vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, à précommander dès maintenant le nouveau numéro du MOOC Rivers spécial Boston. 240 pages dédiées intégralement à cette grande ville de basket et de sport en général. On a essayé d'aller en profondeur comme d'habitude avec le MOOC. On parle bien sûr des grandes figures des Celtics, mais on parle aussi de cette ville de Boston, qui est vraiment une ville historiquement très à part dans l'histoire des États-Unis et dans l'histoire du sport. Si vous en profitez dès maintenant, vous pourrez profiter des frais de port gratuits. Si vous n'êtes plus abonné ou vous voulez vous réabonner, n'hésitez pas, c'est le bon moment. Le MOOC là est en train de sortir de l'usine. Les expéditions devraient commencer tout début, pas de semaine prochaine, mais de celle d'après, histoire d'avoir ça pour les vacances, être tranquille, avoir de la lecture. On vous encourage à aller faire un tour sur Basket Session pour trouver tout ça. Et pour aujourd'hui, ce podcast exceptionnel, donc on en avait fait un lundi, on en fait un autre aujourd'hui vendredi. Je suis rejoint par Antoine Pimel, on passe le bonjour à Shai qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Et on voulait revenir un petit peu sur le Miami Heat et les Denver Nuggets. Denver champion en titre cette année, premier titre de leur histoire. Et pour ces deux équipes, on voulait un petit peu revenir à la fois sur leur parcours, mais voir aussi un petit peu ce à quoi on peut s'attendre pour la suite. Est-ce qu'on peut s'attendre à les retrouver à ce niveau de la compétition l'an prochain ? Est-ce qu'ils font figure de favoris dans leurs conférences respectives ? Voilà, c'est un petit peu toutes ces questions sur lesquelles on avait envie de revenir avec Antoine, à commencer par le champion, Denver. On va revenir un petit peu quand même sur ce titre. Je pense que le champagne n'a pas encore commencé à sécher du côté des Nuggets, vu la parade qui avait l'air assez spectaculaire pour les habitants du Colorado. Antoine, cette équipe de Denver, son parcours cette année, ce qu'on peut attendre de l'an prochain, qu'est-ce que ça t'inspire un petit peu, les champions en titre 2023 ? Alors, je pense qu'on l'a déjà dit, mais j'aime bien le répéter. C'est déjà la manière dont s'est construite cette équipe. Je sais que c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les médias, qui a beaucoup été mis en avant. Le fait que les Nuggets se sont construits peut-être un peu différemment de certaines équipes sacrées championnes au cours des 10 ou 15, allez, peut-être 10 dernières années, dans le sens où c'est une équipe qui a misé sur la patience, sur la continuité. Moi, j'aime bien quand même. Alors, on aime bien le romancer, hein, c'est pas toujours aussi simple. Notamment, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait beaucoup de déclats comme quoi, les Nuggets, ils ont quand même réussi à refuser un transfert de Jamal Murray, etc. En fait, on a appris plus tard que c'est le transfert qu'ils ont refusé, c'était en 2017 contre Kyrie Irving. Alors, c'est fort parce qu'effectivement, en 2017, Jamal Murray, c'est pas du tout le joueur qu'il est là. Mais je trouve ça presque plus logique de refuser un transfert de Jamal Murray en 2017 quand il est à peine tout jeune. Tu sais que tu ne sais pas encore qui il va devenir, plutôt que de l'avoir refusé par exemple en 2019 ou 2020 quand tu sais qu'il est déjà fort mais que tu peux potentiellement te dire peut-être que ce ne sera pas notre deuxième star. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. C'est juste je dis ça juste pour montrer que c'est un peu romancé tout ça, mais ça reste vrai. C'est quand même une équipe qui s'est construite à travers la draft, à travers le développement de ces jeunes talents, en ajoutant des pièces, en faisant les bons choix, en ciblant les bons joueurs pour entourer Jokic et Murray, et même Jokic justement qui avait été préféré à Nurkic en 2016. 2016, ils ont préféré se séparer de Nurkic et pour mettre Jokic en pièce centrale. C'était pas un choix si évident à l'époque, je tiens vraiment à le souligner, et tout ça, c'est des bons choix. Et ce que ça m'inspire, pour finir sur tout ça, ce que ça m'inspire, c'est le fait qu'aujourd'hui, si tu as une superstar, je l'avais déjà dit, mais ça, pareil, je tiens à le répéter, si tu as une superstar et que tu crois en cette superstar, les Nuggets, c'est la preuve que c'est possible, en fait. Que tu n'es pas obligé de céder à la panique,
que tu n'es pas obligé de céder absolument au transfert pour trouver le joueur meilleur, mais qui va être payé 46 millions et que tu vas être obligé de céder, je sais pas, 10 à 7 pour aller mettre la main dessus. Et tout ça, moi, je trouve ça intéressant pour la NBA parce que c'est quand même une ligue où généralement les équipes copient le vainqueur. Donc, s'il y a des équipes qui peuvent s'inspirer des Nuggets, moi, je trouve ça très intéressant pour nous tous et pour le futur de la ligue. Ouais, bah, écoute, je partage tout ce que tu dis. Moi, ce que je retiens un petit peu de ces finales, c'est que finalement, les deux équipes qu'on a retrouvées en face à face en finale, ce sont les deux équipes qui ont le mieux joué ensemble, en fait. Et c'est une notion hyper Exactement. bête dans un sport collectif, mais au bout du compte, et même, tu vois, quand je repense au parcours du 8, où quasiment à chaque tour, on s'est dit, bon, bah là, ils vont sortir parce qu'ils sont moins bons sur le papier. Au bout du compte, c'est toujours eux qui ont été meilleurs sur le terrain, et c'est une donnée qui est un peu bête, sans doute, dire comme ça, mais finalement, c'est les deux équipes qui ont simplement le mieux joué ensemble. Et je pense que c'est aussi deux des équipes qui ont le mieux vécu ensemble. Et Tout c'est à là que je te fait. rejoins, Antoine. C'est la manière dont cette équipe des Nuggets s'est bâtie sur la continuité. On peut revenir aussi sur le cas de Michael Malone, qui aurait pu être éjecté à un moment aussi, ce que je pense aurait été une erreur. Il faut se rappeler que, par exemple, les Sacramento Kings n'avaient pas hésité à le débarquer alors que ils avaient trouvé le seul coach capable de tirer le maximum de DeMarcus Cousins à l'époque. Donc je reviens sur ce que tu disais, cette notion de pas paniquer, de prendre le temps. Même chose finalement avec la blessure de Jamal Murray. Ils auraient pu se dire bon bah la fenêtre ça va être trop court, il va falloir qu'on change ci, qu'on change ça. Au bout du Ouais. compte, ils n'ont rien changé du tout. Ils sont passés par une saison privée de Jamal Murray et de Michael Porter Jr. qui a été décisive, je pense. La saison dernière, la saison donc 2021-2022 de Nikola Jokic, parce que je continue d'être persuadé que ça lui a permis de passer un cap offensivement qu'il aurait Au peut-être pas scoring. passé exactement au scoring. Connaissant sa nature, il serait certainement pas forcé à passer ce cap-là. Et non seulement il s'est prouvé qu'il était capable de le faire, il a prouvé à l'équipe qu'il était capable de le faire. Et ça en a fait aujourd'hui l'arme absolue qu'on connaît en NBA. Donc cette notion de continuité, je pense effectivement qu'elle est essentielle. Et je pense que, voilà, bien sûr, on continue, on sait qu'il faut des stars pour gagner dans cette ligue, on sait qu'il faut des superstars, mais je pense que finalement le modèle des super teams, si on regarde bien par le passé, on y est revenu un petit peu dans le MOOC spécial Boston, parce que dans l'ère moderne, la première de ces super teams, c'est certainement le Big Three des Celtics qui remporte De le titre en Garnett. 2008. Ouais. Ça reste la plus grosse, comment dire, exception de l'histoire en fait. Parce que quasiment jamais quand tu récupères des stars et que tu les mets ensemble, ça marche pas du premier coup. Et je pense que les gens ont vraiment oublié un petit peu les difficultés qu'a éprouvé le 8, même avec le Big Three, avec Dwayne Wade, Chris Bosh, LeBron. Ils gagnent pas la première année. Tout le début de leur première saison, il est compliqué. Eric Spoelstra, en gros, LeBron essaie de demander la tête d'Eric Spoelstra sur la première partie de saison. Donc tout ça pour dire que dans cette ligue, il n'y a pas de raccourci. Et même si tu as des stars, tu as besoin de continuité, tu as besoin d'avoir des joueurs autour qui savent jouer avec ces stars, tu as besoin parfois que ces stars apprennent à jouer ensemble. Et voilà, c'est pas si étonnant finalement. Bah, c'est pas étonnant que Denver soit allé aussi loin. Et finalement, même, ce qui est fou, c'est que c'est la logique. Ils ont été premiers de leur conférence tout au long de l'année, quasiment. Ils ont le meilleur joueur. Si, c'est le Pas meilleur le joueur du monde, MVP de la ouais, saison mais régulière, peut-être, n'empêche que voilà, le meilleur joueur. Et bah, au bout du compte, tu dis ça devrait pas être une surprise. Et pourtant, jusqu'au bout, quand je dis on, c'est en gros, c'est l'opinion publique générale, a continué de douter de la capacité des Nuggets à aller jusqu'au bout. de toute façon, c'est simple, tu vois, c'est très vrai ce que tu dis. Miami et Denver, c'est les deux équipes qui ont le mieux joué en équipe. Et c'est presque comme si et pareil, je vais reprendre le même on en général, c'est presque comme si on avait été surpris au final de retrouver en finale euh, les deux équipes qui jouaient le mieux au basket. C'est-à-dire qu'on a été. Pourtant, si tu regardes avec le recul, les derniers champions, c'est aussi des équipes qui jouent très bien au basket et qui ont été construites. Alors, pas toujours dans la continuité, mais une forme de continuité dans tous les cas. Et c'était des équipes soudées, sauf qu'on met rarement l'accent sur ça. Et j'ai l'impression que ces finales, tu vois, les Warriors de 2022, ils sont très bien construits et c'est un gros collectif. Les Lakers de 2020, dans la bulle, ou les Bucks de 2021, c'est des équipes. Alors les Lakers, elles sont peut-être construites, c'est une équipe construite vite, mais ça reste des équipes où le collectif était fort, tu vois. C'est des équipes où ça jouait bien au basket aussi, en fait. Sauf qu'on ne mettait pas l'accent là-dessus. Et j'ai l'impression que ces finales-là, la présence de Miami, bah voilà, qui est une surprise, la présence de Denver, qui n'est pas une surprise, mais qui est une équipe qui a souvent été sous-estimée parce que je pense que les Nuggets ne font pas particulièrement rêver. Euh,
pour des raisons qui peuvent nous échapper d'ailleurs, même s'il y a une logique marketing derrière. C'est comme si d'un coup on a voulu mettre maintenant l'accent sur le fait que c'est des équipes bien construites, qui jouent bien au basket, où les mecs se trouvent parfaitement, où il y a une espèce d'alchimie, tout ça. On a mis l'accent sur quelque chose qui existait déjà en fait, qui était déjà une vérité. Mais je suis d'accord avec toi sur ces finales, c'est vraiment un point fort qui ressort de se dire d'un coup on a réalisé que le collectif quand même ça prime quoi. C'est fou, tu vois, c'est fou qu'en fait en 2023, il y a encore des GM qui n'arrivent pas à capter ça, tu vois. Je veux pas faire genre on a la science infuse et quand je dis on, je parle même pas de moi ou de nous basket session, je parle vraiment du large public, tu vois, il y a des trucs d'un regard observateur, tu connais un peu le basket, tu captes direct. Je suis pas en train de te dire que les GM, c'est des chèvres, ils font des choses que je serais incapable de faire, ils voient des choses que je suis incapable de voir. Mais il y a certains aspects sur lesquels tu te dis, mais comment encore ils peuvent penser que c'est une bonne idée, tu vois? Ouais, non, mais c'est vrai que je te rejoins. Et en fait, ce qui est d'autant plus surprenant pour cette équipe des Nuggets, c'est que même si elle avait jamais été championne encore jusqu'à présent, on rappelle, c'est le premier titre même de l'histoire de la franchise, puisqu'ils avaient fait une finale de l'époque, à l'époque où ils jouaient encore en ABA, mais ils n'avaient pas remporté cette finale, donc c'est vraiment leur premier titre. C'est que finalement, elle avait déjà un gros vécu. Et je pense que l'expérience dans la bulle, c'est une expérience qui a été énorme pour cette équipe, une équipe qui est revenue plusieurs fois d'avoir été menée 3-1. Ça, c'est limite, j'ai l'impression que c'est une expérience comme ça en playoff, ça équivaut à plusieurs saisons régulières de suite, en fait, tellement c'est riche, tellement ça, en enseignement, tellement ça montre aussi la capacité que cette équipe a toujours montré finalement à pas être facile à battre, quoi. C'est vraiment une équipe qui, au-delà de ses qualités, a du cœur et a une confiance incroyable en elle. Et là-dessus, je pense que voilà, Michael Malone, dont j'apprécie vraiment bien la personnalité, je pense qu'il est un peu emblématique de ça. Et que parfois, dans le folklore NBA, on en fait beaucoup sur les aspects. Ouais, l'équipe, c'est une famille, on est des frères. Bon, ça, c'est du sport pro, faut arrêter un petit peu avec cette image-là. Par contre, voilà, j'ai le souvenir quand même de ces images de Michael Malone en train de taper des espèces de pogo dans les douches avec ses joueurs après qualification pour les playoffs ou avoir passé un premier tour, je sais plus ce que c'était précisément. Mais tu sens quand même qu'il y a des liens que les liens voilà, qui rassemblent ces joueurs-là, c'est quelque chose de fort. Et ça, c'est une denrée, enfin une donnée que tu peux pas évaluer sur le papier, mais qui, dans un sport collectif, a une valeur énorme, A en un fait. impact, bien sûr. C'est marrant parce que Michael Malone, c'est à la fois un coach tacticien et c'est à la fois un player's coach, en fait. Mais c'est pas le player's coach sympa avec ses joueurs pote-pote, tu vois. Il est player's coach parce qu'il est respecté par ses joueurs et du coup, il leur donne de l'amour. Mais il y a aussi, tu vois, il y a du respect. En fait, il y a toutes les bases que tu aimerais dans une relation. Et Oui, il y a ça une fait rigueur, quoi. que, ouais, il y a une rigueur, du respect, de l'affection, de la compréhension. Il y a tout un truc, tu le sens, ça se voit, tu vois, quand il parle des gars, quand la manière dont, à la fois dans la manière dont il les critique par autre moment, tu vois. Il y a vraiment tout ce que tu peux chercher. Et du coup, je pense qu'en fait, il y a certains players coach qui n'ont pas le respect de leurs joueurs que celui que les Nuggets ont pour Michael Malone. Et ça, je trouve ça fort, en fait. Quand c'est en plus un tacticien, tu as raison, c'est quelque chose que tu ne peux pas quantifier, ça se lit dans aucune stat. Donc, tu peux l'oublier, parce qu'on est dans un sport très mathématique, au final, où on est abreuvé de chiffres. Et au moment de présenter ta saison, tu ne vas pas forcément penser à cet impact-là. Et pourtant, bah voilà, c'est pour tirer tes joueurs vers le haut. Je suis désolé, mais Jamal Murray, je pense qu'il n'est pas coaché par Michael Malone. Ça reste un excellent joueur. Ça aurait été un excellent joueur sans doute partout. Mais pas dit qu'il se relève de la même manière, quoi. Tu vois, il y a des gars comme ça. Michael Porter Jr., d'autres coachs, je pense qu'en fait, il demande son trade ou il abandonne, tu vois. Non, c'est C'est, un... il y a des trucs, c'est. Non, c'est super judicieux ce que tu dis. Et c'est vrai que, bon, là, on est obligé aussi de mettre la personnalité de Jokic. Sur sa personnalité, franchement, tel qu'il a l'air d'être avec ses partenaires, moi, il me fait énormément penser à Tim Duncan, en fait, parce que pour moi, c'est l'archétype un petit peu du joueur, du franchise player, où si tu demandes à n'importe quel joueur c'est qui le meilleur, bah, dans l'équipe, personne va remettre en cause sa domination, et en même Et temps, qui est lui, prêt à laisser briller ses coéquipiers et à faire ce qu'il faut dans son jeu pour les mettre en valeur, quoi. C'est de manière hyper subtile. Le gars, enfin, il est tout le temps là à mettre voilà, en avant les performances de ses coéquipiers. Et pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, je pense que ça s'applique aussi à Spoelstra par rapport à ce que tu disais de Michael Malone. Moi, ce que j'ai trouvé ouais. vraiment impressionnant dans ces deux équipes, c'est la capacité qu'ont eu des joueurs de rotation à sortir du banc et à être bons à des moments clés pour une équipe comme l'autre. Des joueurs qui avaient été même sortis de la rotation parfois dans le cas de Duncan Robinson pendant une partie de l'année et finalement qui fait des excellents playoffs. Et ça en dit long aussi
cette notion de confiance dont tu parles avec le coaching staff, ça en dit long aussi sur l'ambiance qui règne dans l'équipe, en fait, parce que c'est des gens qu'on... Voilà, on sait tout ce que c'est, hein, quand tu es frustré de pas jouer, tu comprends pas pourquoi le coach fait pas appel à toi. Et là, en fait, je pense que ces joueurs-là, ils ont compris pourquoi le coach faisait pas appel à eux par moment. Alors, ça veut pas dire qu'ils étaient d'accord, ça veut pas dire que ça leur faisait plaisir, mais c'est qu'il y a une logique et qu'il y avait forcément un dialogue, en fait. Mais tu sais, je vais rebondir sur ça en dérivant un poil. J'ai l'impression que les équipes qui s'inscrivent vraiment au haut niveau dans la durée, elles prennent en compte l'aspect humain. Ça va sembler presque stupide de dire ça, mais des fois, on peut oublier qu'un joueur, c'est d'abord un humain. Je sais que ça semble plat et très con, mais tout ça, pour moi, la confiance, ce que tu crées, tout ça, c'est de l'humain. C'est capter qu'à un moment, tu n'es pas juste là pour apprendre à un mec à faire un système ou pour le faire exécuter un système ou pour le faire progresser dans son sport. Il faut qu'il y ait un cadre humain autour, il faut qu'il y ait une confiance. Et je pense que ça s'applique à tous les niveaux. Je parle ça, là, tu peux le voir déjà au niveau amateur. Dans une équipe, quand l'ambiance est différente, quand l'environnement est différent, quand il y a une espèce de confiance, quand tu sais que tu vas pouvoir rentrer en jeu et que tu ne vas pas te faire pourrir à la moindre balle perdue ou que tu ne vas pas retourner sur le banc. Tu vois, je discrète, mais tout ce qui est vrai au niveau amateur l'est aussi au niveau professionnel d'une manière ou d'une autre, avec évidemment des enjeux multipliés par le nombre de millions que eux touchent, tu vois. Mais ça revient, on en revient au même truc. Si tu es mis dans un cadre de confiance, tu peux briller autrement. Et je pense qu'au Heat, comme au Nuggets, je suis d'accord avec toi, tu es dans un cadre où tu sais que tu auras ta chance. Tu sais que par moment, peut-être on va pas faire appel à toi, mais si tu bosses dur, il y a un moment où tu vas revenir dans la rotation. Tu sais qu'on va te laisser des libertés, qu'en même temps, on va te donner un cadre, ce qui est important. N'importe quel humain, quoi que tu fasses dans ta vie, tu veux un cadre, mais à la fois, tu veux aussi pouvoir en sortir et t'épanouir. Et tu as besoin d'être rassuré par cette espèce de cadre. Je pense à un Duncan Robinson. Pour moi, il est le symbole de tellement de choses au hit. Le mec, comme tu as dit, il est sorti de la rotation. Il revient. Il a son rôle spécifique, on le connaît. Mais au final, on se rend compte qu'il peut faire d'autres choses. On le laisse faire d'autres choses. Et il se développe. Et je pense que ce mec a un potentiel, tu vois. C'est pas juste, ça va pas être juste un shooter NBA. Je ne suis pas en train de dire que ce sera une star. Mais tu vois, et des gars comme Gabe Vincent, Caleb Martin, au final, c'est la même chose. Et on peut aller aussi du côté des Nuggets. Hein. Ça s'applique aussi pour des Bruce Brown, des Christian Brown. Il y a tout un truc où tu sens que l'humain, et c'était pareil aux Spurs, pareil, je me permets, c'était pareil aux Spurs pendant longtemps, tu vois, tu as parlé de Tim Duncan, avec Popovic, il y avait de l'humain. Et tout ça, pour moi, c'est bête, ça peut sembler ridicule, mais je pense que c'est trop souvent oublié dans des équipes à tous les niveaux, et notamment au plus haut niveau, où là, les mecs, ça devient des espèces de machines, et on oublie que c'est avant tout des humains, et que tu dois aussi gérer des égos, des frustrations, et les mettre dans le meilleur cadre, pas seulement sportif, mais aussi mental pour qu'ils puissent briller. Non, mais c'est ça. Et puis après, voilà, la donnée, c'est que ça marche encore plus si bah, tes plus grandes stars adhèrent à ce Ça, c'est truc-là sûr. et qui sont irréprochables humainement avec leurs coéquipiers. Enfin, avec leurs coéquipiers, pardon, irréprochables, je veux dire. On peut, du moins que dans l'attitude, ils sont là, ils se donnent à l'entraînement. Voilà, on va pas remettre en question l'implication de mecs comme Bam Adebayo ou Jimmy Butler au Heat. On sait que du Ouais, ça, côté c'est sûr. des Nuggets, Jamal Murray et Jokic, bah, c'est aussi voilà, des gens qui contribuent à donner la culture de l'équipe. Et c'est vraiment intéressant. Et pour revenir un petit peu sur Denver, si tu veux, parce que là, on a parlé un petit peu de ce qu'ils ont fait, on va continuer à le faire, mais pour l'avenir, je trouve que, en fait, ce qui est fort, en fait, avec ce titre de Denver, parce que dans la foulée, Michael Malone a tout de suite dit que les Nuggets voulaient gagner encore. Il y a Ouais. l'ambition d'aller chercher un back-to-back, voire chercher d'autres titres. Alors, pour rappel, back-to-back, il n'y en a pas eu depuis les Warriors en 2017-2018. Derrière, on a eu à chaque fois des champions Et pas avec n'importe qui, l'équipe, euh, d'ailleurs. on est bien d'accord. Voilà, pardon, on a eu des champions qui n'ont pas réussi à répéter. Ce que je trouve intéressant dans le parcours des Nuggets, c'est qu'au bout du compte, je pense qu'ils n'ont pas tout montré de ce dont ils sont capables. En gros, ils ont fait un parcours en playoff sans avoir quasiment besoin de s'adapter à qui que ce soit. Ils ont joué leur jeu, c'est l'adversaire qui a systématiquement essayé de chercher des solutions en changeant son 5 de départ, en proposant des défenses différentes. Les Nuggets, ils ont quasiment rien changé de ce qu'ils ont fait, dans ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est déjà énorme en fait. Quand tu dis, bon bah, nous, on n'a pas besoin de s'adapter, Ouais. on joue tellement bien que c'est aux adversaires de s'adapter. Là, c'est vrai que ça rappelle un petit peu les Warriors des grandes années où finalement, ils n'avaient pas besoin de s'adapter, quoi. C'était les adversaires qui étaient tout le temps en recherche de comment faire pour pouvoir essayer d'enrayer la machine. Et l'autre chose, et je voudrais commencer par lui, je voudrais parler un petit peu de Michael Porter Jr., joueur qui est clivant. Voilà, Ouais. problème de dos, une attitude qui parfois peut sembler un peu
à côté de ce que les autres Nuggets peuvent montrer. Moi, j'ai trouvé que son parcours en playoff avait été ultra intéressant à plein d'égards, en fait. D'une part, parce que défensivement, il a montré des choses qu'il ne montrait que par moment, par le passé. Là, voilà, il a montré qu'il pouvait se hisser à ce niveau-là. Et c'est des choses qui sont, je pense, qui sont tenables sur la durée. Sa maladresse en finale, je trouve que c'est peut-être sa maladresse dans les tirs extérieurs, une des choses les plus intéressantes pour l'avenir des Nuggets, parce que ça l'a forcé à faire d'autres choses que simplement être un shooter d'élite à 3 points. Et il a Exactement. pu montrer des choses, pas toujours avec de la réussite, mais il a montré qu'il avait du cœur, qu'il voulait se battre. Et je pense que les axes de progression sont très clairs pour Michael Porter Jr. Du jeu de haut panier, de la création balle en main, voilà, que ce soit pour lui ou pour les autres. Et ça, je pense qu'à court, voire à moyen terme, c'est vraiment des choses sur lesquelles il va pouvoir progresser vite. Et puis la dernière chose, et puis après je te laisse la parole, Antoine, c'est qu'on oublie un petit peu quand même les blessures au dos très importantes qu'il a eues. On ne le sait pas, moi en tout cas je l'ai découvert récemment, qu'il continue à jouer avec une espèce de corset sous son maillot pour maintenir son dos. Ce qui explique pas mal de choses aussi, hein, parce que c'est un joueur qui est très raide. Voilà, ces Ouais. choses-là, ça aide pas. Et l'autre partie, c'est que à la fac, à la base, c'est un joueur extrêmement athlétique. Ses problèmes de dos l'ont handicapé de ce côté-là. Et je pense sauf rechute, finalement, il n'y a pas de raison qu'il ne commence pas à retrouver un petit peu plus ses qualités athlétiques. Et je pense que voilà, sur cette donnée-là, Denver a beaucoup, beaucoup de choses à exploiter pour la suite encore. Mais moi, je vais déjà parler de quelque chose pour lequel je m'étais trompé. J'ai pendant longtemps été sceptique sur les Nuggets, sur leur vraie capacité à aller au bout, notamment parce que j'avais sous-estimé Jamal Murray. Je le reconnais, j'imaginais pas que Jamal Murray aurait cet impact. C'est-à-dire que je savais qu'il était bon en playoff. Il avait déjà montré qu'il pouvait être bon en playoff. Pour moi, il avait aussi. Je pensais pas qu'il arriverait à être aussi régulier sur toute une campagne de playoff. Et surtout, ce que j'ai trouvé intéressant, je commence par Murray, mais t'inquiète, je vais enchaîner sur Porter, hein. Chez Murray, il y a quelque chose, c'est que je ne pensais pas qu'il arriverait à gagner en polyvalence au point de pouvoir avoir un impact quand les tirs ne rentreraient pas. Et si on regarde bien les 2 derniers matchs de la finale, il est maladroit, mais il fait d'autres choses. Il fait d'autres choses, il prend des rebonds, il se bat en défense, il a progressé au playmaking. Ça, j'imaginais pas ça, c'est Murray. Bref, tout ça pour dire que je sous-estimais les Nuggets. Et pour moi, la seule condition, on en avait déjà parlé, je pense, dans un CQFR ou dans un podcast lointain, pour moi, la manière dont les Nuggets pouvaient viser le titre, c'était si Michael Porter Jr. se développait vraiment en tant que deuxième option des Nuggets et en tant que All-Star. Ce n'est pas le cas, mais pourtant ils ont gagné quand même. Et j'en viens maintenant à ce que tu dis. Je pense que Michael Porter Jr., c'est la clé dans une éventuelle dynastie ou juste pareil, deuxième petite parenthèse, les dernières équipes qui ont fait le doublé, c'est donc les Warriors avec Kevin Durant et Stephen Curry, le Heat avec LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh, et ensuite tu remontes aux Lakers avec Shaq et Kobe. Donc, tu vois, faire un doublé dans cette ligue. Et si tu remontes avant, c'est les Bulls avec Jordan et Pippen. Donc, bon, a priori, on peut penser que dynastie, c'est des termes un peu. C'est un terme un peu. En tout cas, si on parle de dynastie en tant que titre consécutif, la mission, elle s'annonce très difficile. Par contre, si on parle de dynastie dans le sens Denver peut rester pendant des années au sommet, tu vois, pendant 5-6 ans, cette équipe, elle continue à jouer des finales de conférence, gagner peut-être un autre titre, un deuxième ou un troisième. Là, oui, là, je veux bien y croire. Mais je pense qu'une des clés, et c'est là où je te rejoins, c'est Michael Porter Jr. Parce que s'il est capable de garder effectivement tout ce cœur, toute cette compatibilité, retrouver des qualités athlétiques et continuer à se développer, son tir à 3 points, il va pas tourner à 20% à 3 points sur toutes les séries de playoffs qu'il va C'est jouer, clair. quoi. C'est quand même un trop bon shooter pour ça. Là, je pense que c'est rentré dans sa tête. Mais je suis d'accord, dans son attitude, Michael Porter Jr., j'ai l'impression que sur ses playoffs, il a compris qu'il jouait pour quelque chose de plus grand que lui. Donc ça, c'était déjà une grosse étape. Je pense que ce n'était pas gagné, franchement, du côté des Nuggets. Si là, Michael Porter Jr., il arrive à comprendre que la clé, c'est que lui, maintenant, se dépasse encore plus, mais pas seulement en tant qu'individu, mais aussi pour l'équipe, tu vois, qui continue exactement dans le même sens et qui ne s'arrête pas juste à « bon, bah, j'ai gagné un titre ». Tu sais, on ne sait jamais comment un joueur réagit quand il signe un contrat ou quand il gagne un titre. Tu vois, on ne peut pas savoir est-ce qu'il se relâche, on ne le sait pas encore. Mais si effectivement, lui, il arrive à capter « en fait, je dois garder tout ça et en même temps me développer en tant que joueur que je suis censé devenir et auquel je pense pouvoir devenir », là, clairement, tu te retrouves avec une équipe qui commence à avoir. T'imagines toute cette attitude, toute cette combativité de l'effectif. Et en plus de Jokic et Murray, tu as un espèce de troisième joueur super talentueux parce que Michael Porter Jr., il a le potentiel pour être un All-Star. Ça pourrait être un C'est All-Star clair. dans cette ligue.
C'est clair. Porter Junior, il est drafté en 14e position. Il est annoncé comme un des 3 meilleurs joueurs de sa génération. Ouais, c'est ses problèmes au On dos qui ont l'oublie fait avec le recul. Voilà, qu'il c'est a ça. chuté aussi bas. C'est uniquement. Au lycée, à sa sortie du lycée, c'est le numéro 1 du pays en tant que prospect. Les Nuggets, pareil, ont eu du flair d'ailleurs. Mais C'est Mais complètement, et en fait, c'est là que je dis que cette finale, je la trouve vraiment intéressante du côté de Porter Junior, parce que pour un shooter comme lui, il aurait pu simplement se dire, bon bah non, c'est juste je mets pas dedans, et être dégoûté, se dire ouais, mais l'an prochain je vais mettre dedans. Et en fait, vraiment, ce qui est à mettre à son crédit, c'est qu'il s'est pas contenté de ça, et même jusque dans le dernier match, le match final, il va chercher des rebonds défensifs, il va chercher des rebonds, il s'arrache sur des drives un peu compliqués, il arrive à mettre dedans. Il y a parfois, alors ça reste quand même plutôt un trou noir, mais quand tu es aussi adroit, c'est pas forcément honteux. Mais moi j'ai bien aimé en fait, il y a quelques moments, alors je les ai plus en tête précisément dans ces finales, où il a le shoot ouvert et il fait la passe de plus qui donne le tir encore plus ouvert. Ça c'est vraiment des données, enfin si tu es le coaching staff, ces images-là, tu dois lui ressortir pendant tout l'été, quoi, en lui montrant, regarde, 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 regarde. Ça, tu peux le faire à tous les matchs. Et en plus, tu peux faire ça et mettre tes tirs à 3 points et être adroit. C'est énorme, quoi. Et il l'a fait en ayant un temps de jeu pourtant limité par le coach. Combien de joueurs se seraient frustrés? Il y a des moments où Michael Malone, il fait presque, entre guillemets, plus confiance à... En tout cas, il ne lui fait pas suffisamment confiance pour le faire jouer dans certains quatrièmes cartons. Michael Porter Jr., sur certains matchs, même sans être mauvais, il a été limité à 23 minutes, 24 minutes, ce qui n'est pas le nombre de minutes. Tu donnes quand même autour des 30-35 minutes à tes joueurs majeurs. Donc, il a été limité dans son temps de jeu, preuve que Malone ne lui faisait pas toujours suffisamment confiance, parfois en faisant même jouer Christian Braun, qui a 22 ans, ou Bruce Brown, qui est normalement un remplaçant à sa place, dans des moments clés. Il y a des moments où tu sens que ça l'a frustré. Je pense notamment au match où Jokic il a son problème de faute. Jokic sort, tu te dis, bon, tu vas avoir besoin de scoring. Scoring, tu penses à Michael Porter Jr., mais non, il ne fait pas rentrer Michael Porter Jr. Tu sens que Porter Jr. il est frustré sur le banc. Il y a des joueurs, et je peux même t'en citer un, DeAndre Ayton, qui se serait complètement éteint dans cette série parce qu'ils auraient boudé, tu vois, en mode, ah bah, on ne me fait pas jouer, bah, je ne suis pas content. Michael Porter Jr., qui a la maturité de continuer à chaque match de faire les efforts et d'essayer de se dire, je vais gagner mes minutes, je vais faire ça pour aider l'équipe. T'es le coaching, tu te dis, ok, mais là, on a potentiellement quelque chose. Si lui, après, derrière, il joue juste son jeu, on est Ouais, royal, on est royaux. c'est ça, non, non, c'est exactement ça, parce qu'en fait, ce que limite, tu avais l'impression de voir dans son cerveau, bon, ok, ça marche pas, faut que je fasse autre chose, et de Ouais. chercher, tester. Alors des fois, bah, tu te fais prendre, tu prends un passage en force parce que, voilà, t'as pas encore l'expérience ou tu vois, ta technique, elle est pas encore suffisamment affûtée. Mais moi, j'ai bien aimé ce côté de, tu vois, comme un mec face à une équation. Et tu vois que ça mouline dans sa tête et il cherche des solutions au lieu de se dire, bah non, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et en fait, c'est jamais la bonne réponse. Là, j'ai trouvé qu'il avait vraiment cherché à varier les choses. Et ça, c'est super. Faut aussi qu'on parle forcément d'Aaron Gordon, qui est le joueur, pareil, qui est le joueur décisif pour cette équipe. Alors, c'est facile à dire avec le recul, mais au moment du trade, quand il est arrivé d'Orlando à Denver, enfin, je me rappelle, voilà, on en avait parlé entre nous. J'ai dit, franchement, je pense que les Nuggets peuvent aller au bout. Que c'est vraiment le joueur qui leur manquait. Et puis dans la foulée, Jamal Murray s'est blessé au genou. Mais en fait, il a eu l'impact, vraiment, tout l'impact que je pensais qu'il pourrait avoir dans cette équipe. Au point même, en fait, il est tellement rentré dans son rôle que les moments où, notamment dans la série contre les Lakers, où ils l'ont ignoré en attaque, t'as l'impression qu'il avait un peu oublié lui-même ce qu'il était capable de faire, en fait. Et par contre, il a parfait la même erreur face au Heat. On l'a vu déterminant avec des débuts de match où il y avait des petits Ouais. face à lui, où il allait les poster, les Il attaquer mettait en 3 drive. post-up de suite. Ouais. Exactement, et même les tirs, finalement, les tirs qu'il a pris à 3 points, les tirs de loin, ça a toujours été des bons tirs. En fait, c'est les tirs qu'il doit prendre. Et ça, c'est énorme parce qu'en fait, quand on regarde l'âge de tous ces joueurs, ils sont tous à peine en train de rentrer dans leur prime. Je veux dire, un mec comme Aaron Gordon, on a l'impression qu'il a 35 ans tellement on le connaît. Il a même pas 30 ans, il a 27 ou 28 ans. 27, ouais, 27 ans. Donc, 27 ans. c'est là que cette équipe, elle est flippante sur le potentiel. La grande question, ça sera bien entendu de voir d'un point de vue masse salariale comment garder les éléments les plus importants ensemble. Mais même quand tu vois l'impact de Christian Brown pendant ces finales, moi j'ai été bluffé hein, parce que quand t'es rookie, c'est ta première année de pouvoir jouer de cette manière-là en finale. Notamment, il y a un match où il prend un tir à 3 points, il se prend une tranche. Truc catastrophique, quoi. Tu prends un tir à 3 points tout seul dans le corner, tu tapes la tranche.
Et Ah, normalement, ça derrière, t'enterre, ça, bah, normalement. ça t'enterre, tu te refermes, tu dis, bon, bah, je shoot plus, hein, je vais passer là. Et en fait, non, derrière, je crois que c'est quasiment dans la foulée, mais un poster énorme ouais, un poster, je sais plus s'il va au dunk. En tout cas, il fait un drive hyper contesté par Jimmy Butler, comme si en face, c'était un petit, quoi. Je me pose pas de questions. Bon, le 3 points, ça rentre pas. C'est pas grave, j'ai trouvé d'autres solutions. Et en fait, là, un peu, ça revient par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est l'outil, l'arme principale d'un mec comme Christian Brown, c'est son cœur et son intelligence, en fait. Et derrière, il a des aptitudes athlétiques. C'est un très bon basketteur. Mais ce qui fait sa différence sur ses finales, ce qui lui permet même d'être sur le terrain pendant ses finales, c'est d'avoir ce tempérament-là et l'intelligence de trouver comment s'en servir. Et le plus beau, c'est que ça, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Parce que tu vois, Christian Brown, il va forcément progresser. Je te dis, pareil, on ne sait pas jusqu'à où, jusqu'à quel niveau. Ça, tu ne peux pas le savoir. Mais tu sais que quand même, un jeune joueur en NBA, il progresse d'une manière ou d'une autre. Les mecs à 28 ans, ils sont quand même plus forts qu'à 22, quoi. C'est très rare. Il y a quelques contre-exemples. Et encore, c'est pas forcément qu'ils ont régressé. C'est qu'il y a eu des blessures, c'est qu'il y a eu quelque chose. Mais voilà, tu es dans un staff, tu joues avec les meilleurs joueurs du monde, tu as les meilleurs coachs du monde, tu grandis, ton cerveau, tu progresses. Donc Christian Brown, il va être un meilleur joueur techniquement dans 2 ans que ce qu'il l'est aujourd'hui. Mais il aura toujours le même cœur. C'est comme pour Michael Porter Jr., tu vois. Et ça, pareil, ça illustre plein de choses. Ça illustre la construction des Nuggets. On sait qu'une très forte équipe, pour se maintenir, à un moment, il faut être très intelligent dans tes choix. Et notamment tes choix de draft. Parce que c'est le moyen de se renforcer pour pas cher. Tu as besoin de trouver des mecs qui sont capables de contribuer parce qu'ils ont leur contrat rookie, ça prend pas trop de place dans ta masse salariale. Un Christian Brown, demain, il leur permet aux Nuggets d'envisager de perdre Bruce Brown et de se dire, bah lui, il est prêt, il pourra reprendre en partie son rôle. Il le fera peut-être pas aussi bien parce que Bruce Brown, justement, il est plus âgé, il a déjà ce développement dont je parle, mais il va reprendre en partie. Et du coup, bah voilà, on perd pas tant en niveau en perdant éventuellement un joueur qui a été majeur dans la course au titre. C'est des choix comme ça, c'est tout plein de choses. Et clairement, enfin lui, moi aussi, il m'a bluffé. Je t'avoue, il est devenu, bah lui pour le coup, il a joué souvent dans les quatrièmes cartons, quoi. Il a pas eu peur de le faire jouer. C'est ce que j'allais te dire. En fait, c'est imaginons, alors, je suis totalement d'accord avec toi, il ne peut que progresser, mais imaginons qu'il progresse pas, que ça soit un joueur fini. Il a déjà Ah ouais, prouvé mais que c'était un joueur qui que tu pouvais pouvait. faire jouer dans des quatrièmes cartons d'une finale NBA. Il n'y en a pas 50 000 des joueurs comme ça, en fait. Chaque C'est équipe, en clair. dehors de son 5 majeur, elle en a, je veux dire, dans le On le meilleur des voit, de toute cas, façon, les un, rotations en deux, et playoffs, c'est tout, ouais, en c'est fait. ça. Les Et ouais, rotations en playoffs, c'est 7-8 joueurs. 8 joueurs, c'est vraiment le grand max. Là, dans ces finales, souvent, Denver jouait à 7, enfin 7-8. Jeff Green, il jouait 3 minutes, quoi. Derrière, c'était Christian Brown et Bruce Brown, les deux joueurs qui jouaient en sortie ouais. de banc, quoi. Donc, Donc, oui, c'est clair. ça, c'est non, c'est énorme. Et puis bon, des fois, on en fait un petit peu beaucoup, tu sais, sur les joueurs, ouais, ils ont un pédigré de vainqueur, etc. Mais là, tu es quand même obligé de regarder. Le mec, il était 3 fois champion de son état en high school, champion NCAA, derrière, il est champion NBA. Enfin, je comprends aussi que le C'est pas que staff. du hasard. Et voilà, exactement. C'est quand même un mec qui avait déjà joué des titres. Alors, c'est pas des titres NBA, on est d'accord, il n'y a pas la pression médiatique qu'il y a autour d'un titre NBA, mais c'est quand même des choses qui comptent, en fait. Qui comptent. Et c'est aussi ce qui explique finalement que. C'est marrant, alors je fais une petite digression, mais à la draft, il commence à y avoir un retour d'intérêt pour des joueurs qui sont restés 3 ou 4 ans à la fac, en fait. Parce que Ouais. ils vont pouvoir jouer tout de suite. Ils vont arriver dans ton équipe. C'est pas des prospects sur le long terme. C'est des mecs, tu sais que tu vas pouvoir les faire jouer tout de suite. Alors, pas forcément être des joueurs majeurs, mais déjà des joueurs de rotation. Parce que, voilà, ils ont cette maturité, ce savoir-faire, ouais, ce vécu, tout simplement. Et je trouve que alors, Christian Brown n'est pas resté aussi longtemps que ça à Kansas, mais c'est quand même emblématique de ce genre de choses, quoi. Ouais, pareil, ça aussi, je pense, c'est quelque chose d'encourageant pour la NBA de comprendre ça. Tu vois, je pense à un Keegan Murray, et même si on remonte à 10 ans en arrière, Damian Lillard, c'est devenu une superstar sans être un mec qui a fait du one and done. Et c'est à un moment, alors que des échecs de mecs qui ont fait one and done, on peut t'en citer, mais un paquet, quoi. Ou de C'est mecs qui clair. ont mis du temps à se développer. Si ça pouvait être un modèle, après, bon, je comprends l'appel. Enfin, tu sais, Du si je suis à la potentiel. fac et qu'au bout d'un an, ouais, mais même, je pense même aux gars en question, les joueurs en question, tu sais, tu te dis qu'au bout d'un an, tu peux, enfin, je sais pas, Ah tu as bah des oui. contrats multimillions qui t'attendent. Ça se comprend tout à fait. Je me permets de te relancer sur complètement autre chose. Peut-être une limite pour Denver. Enfin, une limite. C'est un très grand mot. Je me demande, Jokic, je le vois pas jouer jusqu'à 40 ans. Alors, faut qu'on Je... parle de Jokic, tu vois, ce que Ouais, il faut qu'on j'allais faire parle de ma prochaine Jokic. transition, Bah, parce qu'on a parlé de tout le monde sauf de lui, mais vas-y, vas-y. je te Ouais. lance sur lui.
Je pense que c'est un vrai compétiteur. Ça, je m'inquiète pas là-dessus. Je sais que son attitude, un peu je m'en foutisme, voilà, tu peux te dire, ah, mais est-ce qu'il a vraiment envie je pense que c'est un vrai compétiteur. Il veut C'est gagner. sûr. J'ai aucun doute là-dessus. Par contre, je sais pas combien de temps il s'envisage dans le basket. Il y a du temps, hein. Il a 28 ans, Jokic, hein. Je te parle pas d'un truc qui va se passer dans 3 ou 4 ans, hein. Mais voilà, je suis pas sûr que c'est un mec qu'on va voir jusqu'à ses 38 piges. Je pense que quand il dit que le basket, c'est son métier, quelque chose auquel il est, tu vois, voilà, il est doué, j'arrive à comprendre ce qu'il dit. Je pense que, tu vois, si à un moment, je me dis, ouais, je suis désolé, je finis pas mes phrases, mais voilà, je vais redire ce que j'ai dit. Je pense pas que c'est un mec qu'on va voir jusqu'à ses 38 piges. Je pense Alors, qu'à un moment, il va juste, voilà, j'ai fait mon taf, c'est je c'est passe un- à autre chose, quoi. c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, il y a deux aspects de mon point de vue. D'une part, finalement, des big men qui sont dominants jusque très tard, il n'y en a pas Mais 50. il n'y en a pas beaucoup, Alors, c'est tu vrai. as, des exemples, hein, Kareem Abdul-Jabbar en étant le meilleur de tous. Tim Duncan qui a joué tard en étant en scred quand même le meilleur joueur de son équipe, hein, même sur la fin. Enfin, du moins, le joueur Le sans qui plus rien ne serait impactant, possible en quoi. fait. Ouais. Ouais, exactement. Mais si je prends le revers de la médaille par rapport à ce que tu as dit, c'est que, tu vois, si tu prends les superstars actuels et que tu me demandes sur qui est-ce que tu es prêt à parier pour faire toute sa carrière dans la même équipe, c'est sur Jokic que je mettrais le plus gros billet en fait. Ah Parce bah que oui, ça oui. ouais, mais du coup, du côté de Denver, c'est hyper intéressant parce que tu dis bon bah ok, peut-être que on a de toute façon voilà, il rentre dans son prime. Donc on On va a avoir 5 ans. 5-6 ans genre 4 ans de super prime et 2 ans peut-être après dans lesquels peut-être il va baisser, mais par contre il sera chez nous. Tu vois, Oui, il oui, va ça pas au c'est bout de sûr. 2 ans, si l'an prochain on perd ou quoi que ce soit, il risque pas de nous dire ouais, si vous me faites pas venir tel superstar à tout prix, et moi je me barre, je vais partir, je sais pas où, aux Clippers ou à New York, tu vois. Et ça, pour ta construction, c'est super intéressant. C'est un petit peu ce que Milwaukee vit avec Yanis, où finalement, bah voilà, là, même malgré l'échec de cette saison, hein, quoi qu'en dise Yanis, derrière, les Bucks se sont pas retrouvés acculés, le couteau sous la gorge de devoir tout changer pour se réinventer du jour au lendemain, en fait. Et donc ça, Non, je c'est pense que clair. c'est, tu vois, pour l'avenir, c'est quand même riche du côté de Denver. Et pour parler de Jokic, parce qu'il faut le faire, honnêtement, moi j'adore le joueur. Je le trouvais incroyable les années précédentes, mais ce qu'il a fait cette année même, pendant la saison régulière et en playoff, pour moi, ça le met dans une catégorie complètement à part. Je continue à dire que c'est fou parce qu'en fait, une des grandes raisons, je pense une des principales raisons qui font qu'il n'a pas été MVP cette année, c'est que les gens ne voulaient pas le mettre dans la même catégorie qu'un Larry Bird, Ok, un Will Larry Bird, bien Chamberlain, sûr. un Bill Russell, en disant maintenant c'est abusé. Franchement, je trouve que si vraiment, pour ceux qui ont voté pour Embiid à cause de cette raison-là, je dis pas qu'Embiid méritait pas son titre de MVP de la saison régulière, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Il avait voilà, j'ai pas été choqué outre mesure, mais je trouve que quand tu vois ce qu'il a fait derrière en playoff, pour moi, il est de cet acabit-là. Le nombre de titres qu'il pourra remporter, euh, c'est ça qui finalement qui fera qu'on le met dans cette catégorie ou pas. En tout cas, sur ce qu'il est capable de faire, il est incroyable. De toute ma vie, je pensais pas que je reverrais un pivot aussi doué offensivement que Hakim Olajuwon, techniquement, qui pour moi était voilà, le summum de ce que j'avais pu voir sur un terrain, même si Embiid est très fort offensivement aussi. Pour Non, mais moi, c'est pas Jokic, pareil. il a passé un cap. Je le regarde en fait sur le terrain, dans son attitude, dans le jeu. J'ai l'impression de voir un mix improbable entre Larry Bird et Tim Duncan en fait, avec une capacité de passe peut-être au-delà même de celle de Bird, hein, clairement. C'est tout simplement, moi, je suis le basket depuis un paquet d'années, depuis le début des années 90. C'est un des meilleurs joueurs que j'ai vu jouer de toute ma vie. Et je pense qu'on ne se rend pas compte de là où il peut finir une fois que tout sera fini, une fois qu'il sera parti dans le soleil couchant, comme dirait Karl Anthony Towns. Je pense que. Et qu'on regardera qui a changé le jeu et qui se retrouve dans les top 10, top 15 all-time. Je pense que Jokic, faut. Je veux pas m'enflammer, hein, c'est pas la culture de l'instant Non, uniquement, mais mais il a ce qu'il faut pour finir aussi haut que ça. c'est important que tu parles de culture de l'instant parce qu'en fait, à force, avec Internet et avec l'instantanéité de notre monde, euh,
il y a eu tellement d'enflammades et pas que dans le basket, sur tout plein de sujets sportifs, qu'il y a un peu la contre-culture qui s'est développée, c'est-à-dire de vouloir tout tempérer. C'est-à-dire qu'à force qu'on a été habitué à c'est toujours la culture, il y a eu le mouvement inverse. Et je pense que Jokic, il est parfois sous-estimé par ceux qui veulent absolument tout tempérer. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur des mots. Le run de playoff de Jokic, il est légendaire. Il est Il n'y a pas légendaire. d'autre terme. Il y en a pas 10 comme ça, en fait. Dans toute l'histoire, ce qu'on vient d'assister, il n'y a pas eu 10 mecs il n'y a pas eu 10 runs comme ça dans toute l'histoire. Tu vois, et dans l'histoire récente, il y a peut-être du Shaq, du LeBron une fois. Sur les 25 dernières années, des runs comme celui de Jokic, c'est historique. Ce qui fait, les stats, encore une fois, les stats, c'est délicat parce que, pareil, on a une telle quantité de stats qui sortent que maintenant, on a presque tendance à vouloir les banaliser. Mais juste, Jokic, c'est pas que les stats, c'est tout en fait. C'est l'impact visuel, c'est la domination. Il n'y a pas de solution pour arrêter ce mec-là. Tu parlais de sa progression offensive. Maintenant qu'il a passé ce cap de scoreur, même si je pense qu'encore une fois, quand il marque beaucoup de points, ce n'est pas forcément bon signe pour Denver. Et on l'a vu sur ses playoffs. Là, pour le coup, les 4-5 matchs où il met plus de 35 points, ils en perdent 80%. Tu vois, mais dans l'ensemble, quand même, lui, en tout cas, on sait qu'il sait le faire. Et il n'y a plus de solution pour l'arrêter. Tu veux faire quoi? Tu ne peux pas faire de la zone. Tu ne peux pas faire de la prise à deux. Tu ne peux pas jouer un contre un. Qu'est-ce que tu fais contre ce mec-là? Qu'est-ce que tu fais? Individuellement, tu ne peux pas le stopper. Tu te dis que les seules raisons pour lesquelles les Nuggets, peut-être, ils ne gagneront pas, c'est si soit, les autres, tu arrives à les ralentir, soit il y a des blessés, c'est les autres, soit il y a une perte de vitesse de certains caps des Nuggets. Mais tu sais que lui là, tu l'entoures bien, ça tient, mais tu sais que ça va être trop fort, en fait. Il est trop fort. Même, tu sais, je vais te dire, même athlétiquement, il est sous-estimé en fait. Sa Parce que condition moi, j'ai physique est vu exceptionnelle. une série face aux Lakers où le big man le plus mobile sur le terrain, c'était pas Anthony Davis, c'était Nikola Jokic, avec Anthony Davis qui devait cravacher derrière pour essayer de freiner le jeu rapide des Nuggets, ce que les Lakers n'ont jamais été capables de faire, et il faut le mettre à leur crédit, le 8 a très bien fait, notamment grâce à la mobilité de Bam Adebayo, quoi. Et tu dis, enfin, je veux dire, c'est pas pour dire qu'il y a un délit de sale gueule, mais tu vois Nikola Jokic, tu penses pas que c'est un athlète de haut niveau. En fait, c'est un athlète de très haut niveau, notamment en termes de cardio. Je pense que les gens se rendent pas compte à quel point il a futé, ce mec-là, en fait. En fait, on confond le corps avec l'idée esthétique qu'on en a du corps d'un homme, d'un athlète, et la condition physique. Et je sais plus, c'est Shai qui avait pris l'exemple de Tyson Fury, c'était toi qui avais pris l'exemple de Tyson Fury à la boxe. Ouais. C'est très juste, tu vois. Tu vois, le mec, il est un peu gros. Tu peux voir à côté des espèces d'Anthony Joshua tracées de partout. Un truc comme Tyson Fury, il te met une droite, tu te relèves jamais, tu vois. À un moment, c'est tout bête. Et tu vois, Curry, pareil. Je sais pas si tu te souviens de Curry, pendant un moment, il y avait cette idée comme quoi c'était le mec atteignable, tu sais, de par sa taille, très bon, parce que tu te dis, c'est du skills. Mais Stephen Curry, athlétiquement, c'est pas la même qualité athlétique que LeBron, mais c'est quand même un des mecs les plus athlétiques de la ligue. Mais et là, honnêtement. C'est ce que les mecs te disent tous, que c'est un enfer de défendre sur lui, parce qu'il est perpétuellement en mouvement, en fait, et qui te tue, parce qu'il te tue sur son cardio de malade, en fait. Il te tue physiquement, Ouais. il te tue physiquement. Et ça, les gens ne se rendent pas forcément compte. Et Jokic, à part Yanis et Adebayo, quel mec de plus de 2,5 m peut le suivre? Tu vois, par exemple, Embiid, on parle souvent de son physique. Alors, il y a ses blessures, mais même Embiid, au maximum de sa forme, pas blessé, il tient combien de temps à courir derrière Jokic? Au bout de 20 minutes, il fait quoi? Il tient pas. Il suffit Au de bout de 20 regarder minutes, il est cuit. Au bout de 20 minutes, il est cuit. Il suffit de regarder le rythme offensif des Sixers, qui est un énorme problème. Leur gros problème en attaque, c'est justement... Exactement. Alors qu'une des grandes forces de Denver, c'est le jeu de transition. C'est une différence énorme, en fait. Et c'est pas simplement par la passe, parce que tu peux créer, avec un big man, tu peux créer du jeu de transition, comme j'ai ça en tête parce qu'on sort du MOOC reverse, mais avec Bill Russell qui prenait le rebond et qui tout de suite lançait la première passe très rapidement. Non seulement Jokic est capable de faire ça, mais il y a plein de fois, c'est lui qui pousse la balle tout simplement en dribble, sur les 2-3 premiers dribbles avant de sortir la première passe. Et là, je te rejoins complètement, il n'y a pas d'autre big man dominant dans le jeu actuel qui est capable de faire ça. T'as raison de noter Adebayo qui joue parfois meneur sur la montée de balle, mais il le fait pas sur ce rythme-là en fait. Yanis, oui, mais même Adebayo, quand il monte la balle,
ils montent la balle parce que voilà, le jeu s'organise, mais c'est pas pour du jeu rapide, ou Mais, plus rarement du moins. mais parce qu'il n'a pas forcément l'aisance en dribble. Je pense que pour le coup, c'est pas Oui, la vitesse qui manque, c'est l'aisance en dribble, tu vois, oui, c'est pas. de Et Jokic. puis que voilà, le style de jeu du hit est pas vraiment axé là-dessus, quoi. Ouais. Mais oui, t'as raison, hein, sa condition physique est exceptionnelle. Voilà, on se trompe souvent, on juge les corps, on se rend pas forcément compte, je pense. Mais bon, c'est humain, hein, c'est la nature humaine, je pense, de regarder, de se dire, ah, lui, il est trop grand, ou il est trop maigre, ou il est trop enveloppé. Alors que non, comme je le répète souvent, mais Luka Doncic, il a une force dans les jambes. On réalise pas à quel point il a de la puissance dans les guibolles, quoi, le mec. Ouais, c'est clair. C'est des troncs d'arbres. C'est des troncs d'arbres. Ouais, c'est ça. Tu peux pas le bouger, quoi. Bon, allez, pour refermer un petit peu cette page sur. Bon, c'est vrai que parmi les dossiers importants pour Denver cet été, il y aura quand même le cas Bruce Brown. À voir s'ils Ouais. sont capables, parce il peut activer une clause, sa clause dernière année de contrat, elle est de son côté, la clause, donc il peut devenir Ouais. unrestricted free agent. Il va clairement le faire cet été. Donc il y aura ce dossier-là à suivre sur le roster du côté de Denver. Une des clés, quand même, je pense, vraiment du succès de Denver. Euh, et c'est aussi ce qui avait inquiété sur la fin de saison régulière, c'était la baisse défensive de ces Nuggets en fin de saison régulière. On se disait, bah, non mais qu'est-ce qui se passe? Plus personne défend. Et puis qu'ils ont par contre été capables de remobiliser en playoff. Moi, la défense de Denver, les matchs où ils ont été bons, j'ai trouvé vraiment impressionnante dans Ouais. l'envie, dans tout ce qu'elle a pu proposer. Je pense que c'est quand même ce sur quoi Michael Malone ne peut pas lâcher l'affaire pour les saisons à venir, pour l'an prochain. Maintenant, ils sont champions. Il y a toujours un petit peu de relâchement quand tu as été champion. Je pense que la pédale, elle doit rester quand même appuyée du côté défensif parce que c'est pas quelque chose qui est si simple que ça de réactiver quand on a besoin. Euh, Ceci étant dit, pour la saison 2023-2024, Antoine, est-ce que, selon toi, à l'Ouest en tout cas, les Nuggets sont de fait le grand favori pour aller jusqu'en finale? Oui, pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Bah, ils viennent d'être champions. Je pense, par contre, qu'on va devoir très attentivement suivre ce qui se passe du côté de Phoenix. Je pense que les Suns, c'était la deuxième meilleure équipe de la ligue sur ces playoffs. Tu vois, on a parlé de continuité, de construction. Mais rien n'est facile. Mais pour le coup, les Suns, ils ont bazardé des joueurs majeurs, des pics. Ils ont fait venir Kevin Durant en cours de saison. Il a quasiment pas joué. Et malgré ça, c'est l'équipe qui a posé le plus de problèmes à Denver. C'était l'équipe qui, je pense, c'était la deuxième meilleure équipe de ces playoffs, alors qu'elle n'avait aucun vécu commun. Et cette équipe, elle est en position pour faire potentiellement une belle free agency. Alors, ils ont changé de coach. Hein. Pareil, il va y avoir de nouveau quelque chose à créer. Ils ont perdu leurs Donc, deux coachs. ils ont perdu. Ils ont Chris perdu Paul. ouais, Chris Paul, ouais, qui d'ailleurs, j'ai vu, et au passage, était toujours déterminé à rester aux Suns, mais je pense que c'est mort. Donc, si les Suns font un gros recrutement, je serais tenté de dire que Phoenix sera clairement une carte. Hein. Mais là, oui, là, de fait, pour moi, c'est Denver et j'attends de voir ce que va faire Phoenix. Et je pense que ce sera les deux mastodontes de cette conférence, de toute façon. Mais Ouais, bah oui, écoute, hein, clairement. moi, en tout cas, sur Denver, je partage ton avis. Effectivement, sur Phoenix, ça dépend vraiment de l'intersaison. En me basant uniquement quand même sur l'historique de blessures des joueurs, moi je miserais quand même plus sur Denver pour retrouver les finales l'an prochain. Phoenix, ça reste la grosse donnée et la grosse incertitude. Après, quand as Kevin Durant, tu sais que ça fait partie des incertitudes à ce stade de sa carrière. Et puis, non, bah, il faudra voir effectivement Devin Booker, c'est quand même l'autre joueur, Devin Booker, pardon, qui a le plus incroyable des playoffs. Deuxième meilleur joueur des playoffs, quoi, sur ces Voilà. playoffs. Tu vois, c'est Donc, deuxième meilleure équipe Phoenix, deuxième meilleur joueur Booker. moi, mais je serais quand même pas étonné, effectivement, que Phoenix fasse une belle intersaison, que tout le monde annonce Phoenix comme parmi les grands favoris l'an prochain, et que Denver continue de faire son petit bonhomme de chemin sans trop se soucier de ce qui est dit de part et d'autre. En tout cas, voilà, moi je pense, on y reviendra, mais que cette équipe de Denver, on n'a effectivement pas fini d'en entendre parler au très haut niveau. Ouais, Comme c'est tu l'as sûr. rappelé tout à l'heure, Antoine, réussir le back-to-back, c'est toujours une performance extrêmement dure et il y a tellement voilà, je retrouve pas le terme, mais tellement de facteurs qui peuvent Variabilité. rentrer, voilà, qui peuvent rentrer en ligne de compte que c'est compliqué de garantir que tu vas retourner, que tu vas répéter en tant que champion. En tout cas, tout est en place. Je te propose qu'on parle un peu de Miami, comme on l'avait annoncé en début d'année. Alors, on l'a dit quand même dans des podcasts et aussi dans le CQFR à plusieurs reprises. Finalement, en fait, ce qui est fou, et moi, ce que j'avais jamais vu encore jusqu'à présent pour une équipe NBA, c'est de te dire que l'exception, c'était pas ce qu'ils ont fait en playoff, c'est ce qu'ils ont fait en saison régulière, en fait. C'est-à-dire que en saison régulière, ils ont
ils ont fait une saison régulière très compliquée parce qu'ils n'avaient pas d'adresse à 3 points, en gros. En fait, Ouais. ils ont continué à jouer exactement de la même manière en playoff, et simplement, ils ont retrouvé leur adresse à 3 points, et ça a fait d'elle l'équipe que ça a été, et Mais, qui a pu aller jusqu'en finale. Oui, pardon, vas-y, vas-y. Antoine. Non, non, j'allais nuancer quand même ça. Je suis d'accord avec toi, hein. J'ai déjà dit, je suis d'accord. Je suis d'accord que l'exception, c'était quand même la saison régulière. Mais en playoff, ils ont quand même eu une adresse qui est au-delà de la norme. Qui est au-delà de la norme à 3 points. Et je pense que ça explique aussi en partie leur succès. Le Heat a quand même shooté à plus de 5, non, plus de 49% sur les tirs à 3 points contestés, très contestés. Je ne parle pas les contestés, les très contestés. Et il y en a eu un paquet sur les séries contre Milwaukee, Boston et Denver. Euh, et dans toutes les victoires. En gros, il y a eu une adresse qui était presque irréaliste à 3 points. Je vois ce que tu veux dire. En fait, Je vois, ce que je voulais dire, c'était dans la construction du jeu, en fait. Le mais jeu par était contre, je suis fait d'accord avec toi. Ouais. pour qu'ils prennent autant de tirs à 3 points et qu'ils en mettent le plus possible. Plus que ce qu'ils ont mis en saison Voilà. régulière, ça Et c'est en sûr. fait, là où ce que je veux dire, c'est que je pense qu'effectivement, ils ont une adresse exceptionnelle en playoff, mais que cette adresse exceptionnelle, elle leur a aussi permis de compenser le fait qu'ils avaient des joueurs majeurs blessés, en fait. Et Oui, oui, bien que sûr. finalement, avec une adresse à 3 points moins forte, mais avec Tyler Hero, par exemple, et Victor Oladipo, en plus dans ta rotation, alors on ne pourra jamais savoir, tu vois, mais je me demande dans quelle mesure S'ils ça aurait reviennent, pas. est-ce que Duncan Robinson y joue? Tu vois, c'est plein de choses en fait qui Mais sont peut-être qu'ils n'ont pas difficiles besoin, en à. fait, ou Ouais, peut-être que Duncan Robinson, il prend des minutes à Max Strus, mais ouais. que derrière, ils peuvent l'aligner avec un Victor Oladipo et dire, bah non, bah, défensivement, on tient le coup. Tu vois, c'est ça qu'on peut jamais savoir, hein, c'est uniquement des spéculations. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais déjà vu l'inverse, en fait. Tu vois, des trucs où tu dis, bon, l'équipe, elle est pas terrible, et puis comment dire, en playoff, ils changent de façon de jouer, où il y a quelque chose qui se révèle, et où tu dis, bon, bah non, là, ça, c'est pas réplicable, en fait. Leur parcours en playoff, Ouais. c'est jamais de la chance de gagner en playoff, mais tu dis, bon, là, j'ai quand même l'impression que la manière dont l'équipe était structurée, la manière dont elle jouait, le plus incompréhensible, c'était cette maladresse pendant la saison régulière, en fait. C'est ça que je voulais dire. Non, non, mais ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'était l'équipe qui avait terminé en tête de la saison régulière l'année juste avant. Tu vois, il n'y a pas de raison que tu passes de premier et qui perd 4-3 en finale de conférence à équipe qui termine huitième. Donc Ouais, clairement, c'est là où je suis tout à fait d'accord avec toi. Leurs résultats en saison régulière étaient trompeurs. La maladresse qu'il y a eu en saison régulière, enfin, elle était presque pas normale. Tu vois, c'est un peu dû à une forme de malchance. ouais, et Sur puis, ça, je suis tout à fait d'accord. et aussi, un petit peu comme les Suns, c'est comme une équipe où tu sais qu'ils peuvent pas compter jouer 82 matchs avec leur effectif au complet. Des joueurs souvent blessés, que ce soit Kyle Lowry, Jimmy Butler. Jimmy Butler, ouais. Voilà, ils ont un historique de blessures qui est assez lourd. Euh, Par contre, effectivement, quand même, finale en 2020, finale en 2023, 2022, ils Ouais, passent potentiellement à un tir à 3 points de Jimmy Butler d'aller en finale déjà. ouais. Euh, Cette équipe, au bout du compte, c'est sur ces 3 parcours-là, à chaque fois, c'était quand même une équipe relativement sous-cotée, donc personne trop parlait ou disait non, c'est un peu une surprise. En fait, non, c'est quand même. Enfin, je veux dire, faut quand même donner un peu de crédit à cette équipe sur la qualité de jeu et de performance qu'elle a pu apporter sur ces dernières années. Moi, enfin, tu le sais, Antoine, on en parle souvent. Je suis un peu ambivalent parfois avec Bam Adebayo parce que j'adore le joueur. Et puis parfois, je me dis, ouais, mais là, il pourrait faire plus. Honnêtement, sur ces finales, je l'ai trouvé incroyable. De Euh, patron. j'ai rien à lui reprocher. Si jamais. Alors là, pareil, hein, avec Desi, on sait tout ce qu'on pourrait faire avec Desi. Mais imaginons que Miami aurait trouvé le moyen de remporter cette finale. Ou s'il avait fallu désigner un MVP de l'équipe perdante, pour moi, c'était Bam Adebayo, clairement. Il était d'une rigueur et d'une qualité de jeu incroyable. Alors des pertes de balles, bien sûr, mais qui s'expliquent quand on voit tout ce qu'il devait faire, en fait, soir après soir, pour faire en sorte que cette équipe soit compétitive. Bah vas-y, on peut parler peut-être de Bam, toi. Ah, Comment tu l'as vu, toi? moi, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, c'était le meilleur joueur de Miami sur la finale. C'est celui qui avait le plus de responsabilités. C'est celui qui a le plus assumé, assuré. Euh, c'est encourageant, tu vois. Ce qu'on disait sur Michael Porter Jr., d'une manière, ça peut aussi s'appliquer à Bam. Alors, Bam, on a moins de doutes sur son cœur, tu vois, sur sa combativité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est son scoring. En fait, s'il capte que ça, là, il peut le faire tout le temps et que. T'imagines des soirs où il n'a pas à scoltiner Jokic avec encore plus d'énergie, mais gars, fais-le tout le temps. Alors, il a tourné à 20 points par match sur la saison, mais bam, tu n'as quand même pas toujours l'impression qu'offensivement, c'est top, top, quoi. Tu vois, c'est peut-être les 20 points, entre guillemets, fake, tu vois, par moment. Ça peut sembler péjoratif, mais
c'est pas forcément une option offensive sur laquelle tu vas vraiment compter, tu vois. Mais il a montré qu'il est capable. Je le trouve ultra intéressant quand tu le lances en mouvement. Pas forcément quand tu joues du D'accord. post-up sur lui, mais quand tu peux créer En fait, tu peux t'appuyer sur Bam en tant qu'option offensive sans lui donner le ballon. Juste grâce à son corps, sa mobilité, sa manière de jaillir, pardon. Et tout ça, Bam, s'il est capable de reproduire ça sur toute une saison, non seulement, le hit pourra mieux survivre les moments où Butler n'est pas là, et lui, en fait, s'il passe ce cap, enfin, tu te dis que Miami, à un moment, enfin, t'es vraiment plus très loin de pouvoir. De toute façon, tu n'es déjà pas très loin. Tu joues 2 finales et une finale de conf en 4 ans. Tu sais que tu n'es pas loin du titre. Mais il commence vraiment à. Et lui, pour le coup, il est jeune. Autant, tu vois, Butler, tu sais que à un Et moment, tu le comptes les déclin, il années. sera inévitable. Ouais, voilà, c'est ça. Tu comptes les années qui te restent. Bam, je me souviens qu'à un moment, Pat Riley, pour lui, Bam, il voyait Bam comme, tu vois, dans la même lignée que les Mourning ou les Dwayne Wade, quoi. Des gars qui vont rester au hit pendant des années, être une star du hit pendant des années. Et c'est vrai que ces finales-là, elles confirment l'optimisme que chacun peut avoir eu à un moment en Bam Adebayo, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Je partage ce que tu dis sur son jeu offensif. Moi, il y a vraiment un truc, je pense, je pense que tu peux faire du jeu posté avec lui, mais il faut qu'il soit plus dans l'attraper-jouer, en fait. Parce que Ouais, ouais, ouais. finalement, des grands, tu peux faire du jeu posté avec des grands, mais il y en a deux, en fait. Tu peux jouer avec Jokic, Et Embiid, Embiid. et encore, Embiid, il Et n'a même pas Embiid, c'est compliqué. la Ouais. qualité de passe suffisante pour systématiquement te sanctionner quand on voit la prise à deux. Jokic, pour moi, de toute façon, il est indéfendable. Où qu'il soit sur le terrain, tu peux pas défendre sur lui, vraiment. Mais tu vois, là où j'ai trouvé très bon, les quelques fois où il l'a fait, Bam, c'est effectivement quand il attrape et jouer tout de suite. Sa vivacité, en fait, il est trop vif pour les autres bigs. Il est trop costaud pour les petits. C'est vraiment là qu'il brille le plus parce qu'effectivement, euh, je vais pas dire qu'il a des mauvaises mains, en fait. C'est pas qu'il a des mauvaises mains. Il est capable de très bonnes passes. Mais sur la finition, Ouais, c'est pas des son. fois, c'est un peu l'aventure, même sur des moves, des petits jump hook ou des trucs comme ça. Finalement, les joueurs de très 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 haut niveau, c'est du 95% 2 ans. Lui, voilà, c'est pas, ça sera jamais un attaquant élite quoi. Non, mais d'ailleurs, tu sais, le match 1, qui est celui, je pense, dans lequel il met le plus de points, si je dis pas de bêtises, j'ai plus les stats exactes de chaque match en tête, mais c'est le match où ils l'ont le plus alimenté, Ouais. avec beaucoup de haut panier. Je trouvais que c'est le match où il a été le moins bon, en fait. Pourtant, c'est entre guillemets le moins bon, parce qu'il n'a pas été mauvais. Mais tu vois, c'est celui où il met le plus de points. C'est celui où ils ont vachement cherché à le faire jouer de haut panier. Mais tu sens que c'est pas son truc, quoi. Alors oui, des fois, il met des espèces de petits faits de ouais, mais tu te dis non, mais ça, s'il le prend 10 fois, il va pas le mettre 6 fois, quoi. Tu vois, Ouais, il en a mis beaucoup hein, dans ses finales, mais je suis mais, d'accord et avec non, toi. mais ouais, mais tu sais, tu C'est, sens que c'est pas c'est pas Kevin son Garnett jeu. quoi. Ouais, et pour le coup, j'ai trouvé que les autres matchs après, ils se sont un peu éloignés de ça. Ils ont arrêté de vouloir lui faire jouer beaucoup de post-up. Ça, ils l'ont fait dans le match 1. Et je trouvais beaucoup plus intéressant par la suite. Moi, je suis d'accord avec toi. Attraper, shooter. Quand il arrive en rythme, en fait, il est tellement vif, je trouve que ça compense son manque de finition. Il a de la Hmm. puissance, il a un corps, c'est une masse, hein. D'ailleurs, en parlant de Mourning, pour les plus anciens, Alonso Mourning, c'était quand même un mec qui était taillé dans une espèce d'armoire. Euh, Bam Adebayo, il bat ses records en musculation. Il a explosé tous les records d'Alonso Mourning. J'avais lu ça une fois. À Miami, tu sais, ils Ils gardent tout, keep hein. track de tout ça. Ils ont tous C'est les, clair. et en fait, il a explosé tous les records d'Alonso Mourning. Donc, c'est une force de la nature, Bam Adebayo. Et quand il arrive lancé comme ça, qu'il a 1 mètre d'espace, en fait, ça finit il va arriver tellement vite, tellement fort. Tu n'auras pas de poser la question de est-ce qu'il va avoir le petit toucher pour le mettre, tu vois. Il n'aura pas Ouais. besoin. Il va pas avoir besoin d'absorber le contact. C'est l'autre qui va jarter, en fait. Et du coup, à partir de là, tu finis beaucoup plus facilement. Et quand il arrive comme ça, plus, autre chose que je trouve très intéressante chez lui, c'est son jeu de passe au poste haut. Ils se sont retournés vers ça pour la création, pour compenser le fait justement qu'il n'y ait pas Tyler Hero. Et ça, bon, ça fait un moment qu'on l'avait vu chez Adebayo, mais enfin, c'est de le voir faire ça aussi à ce stade de la compétition en finale NBA, tu te dis non, mais le gars, c'est rare les mecs athlétiques très bons défenseurs qui ont aussi cette qualité de passe, tu vois. Et notamment avec Duncan Robinson, moi j'ai toujours adoré leur Exactement. jeu à deux. C'est une des choses qui me frustrait un petit peu cette année, une fois que Duncan Robinson a été mis au placard. C'est je trouve qu'en fait, ils ont une. Des fois, c'est des choses comme ça dans une équipe où on sait tous, tu sais pas pourquoi. Là encore une fois, comme tu dis, Antoine, peu importe le niveau,
Il y a des joueurs, tu vas avoir l'alchimie avec eux, tu vas te Ouais. comprendre. Et limite, je trouve que au hit, enfin, le jeu à deux, Duncan Robinson et Bam Adebayo, il est extraordinaire, en fait, l'un pour l'autre, en fait. Je trouve que parfois, Duncan Robinson trouve des timings de alley-oop pour Bam, tu vois, que je trouve un peu fou, sachant que voilà, Duncan Robinson, c'est quand même, même si là il s'est montré bon dans la création, c'est quand même pas Magic Johnson Ouais, ou Jason c'est Kidd, sûr. tu Ouais. vois. Et à l'inverse, sur les coupes, tu vois, Bam arrive tout de suite à lire si Robinson va venir pour le main à main vraiment ou s'il va faire fin de venir pour le main à main et après couper au panier. Il y a plein de fois, il le trouve par des petites passes à terre là, quand il attaque le cercle. Ouais, c'est. Enfin, je te rejoins. J'adore. Enfin, Bam est vraiment très très fort là-dessus et notamment avec Robinson, je trouve ils se trouvent à merveille en fait tous les deux. Non, c'est clair, c'est clair. Bah, ça, et tout ça, à Miami, tu te dis, tu peux construire autour de choses comme ça. C'est les synergies entre les joueurs, c'est ce qui fait de Jokic et Murray, tu vois, le meilleur duo de la NBA, c'est cette espèce de synergie. Donc, quand tu arrives à créer des synergies comme ça, enfin, tu es obligé de compter dessus et de miser dessus. Ouais. Et puis bon, il faut quand même qu'on parle de Jimmy Butler. Alors moi, je vais Ouais, pas cacher l'affection que je porte à ce joueur. Début de playoff phénoménaux en fait. ouais. Il y a pas d'autre terme. Quoi qu'il arrive, je pense qu'il a validé ce qu'il avait pu faire en 2020 dans la bulle. Il a prouvé que c'était l'un des meilleurs joueurs à son poste et que c'était un joueur qui pouvait t'emmener aussi loin qu'il le pourrait. Et c'est-à-dire à un septième match des finales de conférence l'an dernier et voire en finale à deux reprises. Il n'y a pas 50 mecs Non. dont tu peux dire ça. Malgré tout, je reste un petit peu sur ma faim sur ces finales. Mais alors j'ai vu JJ Redick parler de ça. J'ai trouvé que ça avait beaucoup de sens. En gros, il disait que finalement, bah, Jimmy Butler qui met des 56 points dans un match de playoff, c'est l'exception en fait. C'est pas vraiment son jeu. Non. C'est pas comme ça qu'il a bâti sa carrière. C'est vrai que ça reste un joueur d'équipe avant tout aussi. C'est pour ça que je pense que tout à l'heure, ce qu'on disait de Jokic est en grande partie applicable à Jimmy Butler de ce côté-là. Je continue quand même d'avoir la ferme conviction qu'il y a quelque chose qui clochait physiquement, que ce soit sa cheville ou son genou. Moi, j'ai quand même jusqu'au bout, même s'il y a eu des matchs vers la fin de la série face aux Nuggets où il retrouvait un peu de jambes, moi, j'ai trouvé que son tir était plat tout du long. Je pense il était quand même un peu diminué. Donc voilà, je suis un peu partagé entre playoff de folie, puis en même temps, est-ce qu'on attendait trop de lui ou est-ce que c'est lui qui n'a pas été capable de faire plus. Quel était ton sentiment, toi, Antoine, sur Jimmy? Il y a, sur les 64 dernières équipes championnes NBA, il n'y en a que 8 qui ont gagné sans avoir un MVP ou un ancien MVP dans leur effectif. 8 sur 64. Je pense que ça te classe. Sachant qu'il y a certaines exceptions, c'est les Blazers. Alors déjà, sachant que dans le lot, il y en a 4 dans les années 70 sur les 8. Ok, qui est Bill Walton, ça, si tu me dis dans les années Et 70, dont ok. Bill Walton, qui Ouais. gagne en 77 et qui est MVP en 78. Donc effectivement, il fait partie des exceptions, mais en vérité, ils avaient déjà un MVP in the making, quoi. Ouais. Sur les années depuis 2000, tu as les Pistons de 2004, qui sont, je pense, de toute façon une exception qu'on ne reverra pas avant un moment. Et tu as les Raptors de 2019, mais honnêtement, ok, Kawhi, il n'a jamais été MVP, mais déjà, c'est parce qu'il s'est fait voler en 2017, et ça restait quand même un des meilleurs joueurs du monde. Donc tout ça pour dire qu'en fait, même si on parle de construction d'équipe, pour gagner un titre NBA, il faut un des top 3, top 5 meilleurs players de la ligue. Butler, je continue de penser qu'il n'y est pas tout à fait, mais il Mais est quand quel même. hater Non, cet Antoine. mais il est quand même plus haut que ce que je pense. Enfin non, et encore parce qu'en fait c'est pas vrai. Parce que j'ai toujours aimé Jimmy Butler et j'ai toujours trouvé très fort en playoff. Donc en fait c'est même pas ça. Par contre, c'est-à-dire que Jimmy Butler, je pense qu'il est suffisamment fort pour que tu te dises que si tu arrives à trouver un mec, et ça va peut-être créer une transition pour nous, mais si tu arrives à trouver un mec qui est aussi fort ou presque aussi fort que lui, tu peux compenser le fait que tu n'as pas de MVP dans ton équipe. Tu vois. Et que là, par contre, parce que comme tu l'as dit, Butler, il faut comprendre son parcours, il faut comprendre qui il est. Jimmy Butler, il n'a jamais été le mâle alpha d'une équipe à la base. Il a été à Marquette vite fait à la fin avant d'arriver en NBA. Et même pour lui, c'était bizarre. C'était un apprentissage. C'était spécial. Il est arrivé en NBA en tant que bout du banc. On ne sait même pas s'il allait rester. Il s'est imposé à force de travail lui-même. Il ne C'était le visait pas ça. 30e Quoi. pick, si je me trompe pas. C'était C'était le les derniers choix 30e de. pick. Ouais. Il est arrivé aux Bulls en 2011, la fameuse année où après, juste après, oui, il arrive en 2011.
Donc Derrick Rose venait d'être élu MVP, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, il arrive dans une équipe De des mémoire. Bulls qui est performante avec Tom Thibodeau. Il s'est hissé petit à petit de bout du banc à remplaçant, de remplaçant à titulaire, de titulaire à titulaire indiscutable, puis à All-Star, etc., jusqu'à devenir aujourd'hui la superstar. Et je pense qu'effectivement, en playoff, maintenant, si tu me demandes les joueurs les plus performants, tu te dis que si tu dresses une liste de 5-6 noms, tu es presque obligé de mettre Jimmy Butler dedans, tu vois. Tu ne le mets pas en premier, mais tu te sens obligé de le mettre. Et effectivement, c'est peut-être pas dans sa nature de mettre les 50 points, les 56 points, etc. Mais comme tu l'as dit, c'est un joueur d'équipe, c'est un joueur qui peut faire plein de choses. Et si tu arrives à lui trouver ce gars autour qui a peut-être un poil plus cette mentalité d'aller mettre, sans forcément être un meilleur joueur d'ailleurs, mais juste ce mec qui lui va mettre les 30 points constamment, ah là, le Miami, je pense que c'est ce qui leur manque. Pour moi, ces finales-là, elles montrent que Miami a une star de vraiment pouvoir tout gagner. Leur coaching staff, leur dureté, leurs joueurs, leur talent, tout ça, ça fait que Miami peut se maintenir très longtemps à un haut niveau, comme on voit en ce moment. Mais pour vraiment gagner tout, j'ai l'impression qu'il leur manque quand même un mec. Une star, tu vois. Ça me semble, Ouais. c'est con, on a commencé ce podcast en parlant de collectif, mais ça me semble évident en fait, qu'il manque une Non. grande individualité. De toute façon, c'est une question qui se pose forcément. C'est même la question logique qui se pose avec le hit. Ce qui est un peu dommage, en fait, finalement, mais c'est le cas de toutes les équipes. Hein. Aucune équipe n'est jamais, enfin, ou très rarement au complet en playoff. Mais c'est de se dire, tu dis bon, en fait, jamais tu sauras ce que tu aurais pu faire, ce que tu aurais pu faire avec Tyler Hero. Ça se trouve, il serait sorti plus tôt, le hit. Ça va dans un sens comme dans l'autre. Et effectivement, je pense que sur le papier, c'était quand même pas une équipe aussi talentueuse que. Enfin, sur le papier, c'était pas aussi talentueux que d'autres prétendants au titre. Maintenant, voilà, c'est clair que je pense que Miami a l'infrastructure, Miami a le go-to guy en Jimmy Butler et la face de la franchise. Elle a le point d'ancrage défensif, collectif, défensivement en Bam Adebayo. Elle a le meilleur coach, moi je pense quand même de toute la ligue, indiscutablement. Elle a un Les cadre, role-players. les role-players. Reste à voir quelle joueur voudra signer là. Moi j'ai quand même le sentiment, on en avait parlé une fois, je me rappelle Antoine en aparté, mais que finalement... il y a beaucoup de stars qui disent que tout ce qu'elles veulent, c'est gagner un titre. Et en même temps, je continue d'être surpris que quand elles sont free agent, il n'y en a aucune à part Jimmy Butler, qui vient soit à Miami, soit aux Spurs. Parce que c'est quand même deux équipes qui ont prouvé par leur track record qu'elles seraient tout le temps compétitives. Mais c'est aussi deux équipes où tu vas être mis face à tes responsabilités, où tu pourras pas faire porter le chapeau au coach. Tu pourras aller voir le président et dire ouais, faut me changer le coach ou faire venir machin pour que je joue. C'est pas comme ça que ça va se jouer. Que ça va se passer. C'est si tu viens, on va tester ton niveau de qualité physique tout au long de l'année, vérifier que tu es toujours au niveau, sinon tu vas prendre des amendes. Il y a une culture qui est mise en place par le président, Pat Riley, par le coach Spoelstra, et jusqu'à cette année encore dans le vestiaire, par Udonis Haslem, où si t'es pas content, ben, va parler à Udi, que ce soit pendant un temps mort ou à la fin du match. On verra ce qui en ressort. Et finalement, ben, autant c'est des recettes pour le succès et pour être performant, autant j'ai l'impression que ça effraie pas mal de stars, enfin du moins de joueurs d'impact qui disent qu'elles sont prêtes à tout pour gagner, et en même temps qui n'ont pas envie forcément de devoir faire tout ce qui va avec le fait de devoir gagner, quoi. Rien à voir, mais avant de te répondre, je suis obligé de faire un petit point à série TV. Voilà, pour nos auditeurs, écoutez, je vous invite à regarder la série Yellowstone et je vous explique quel est le rapport avec le basket. Dans Yellowstone, je ne sais pas si tu connais, c'est une série avec des cow-boys dans un ranch. Et en gros, il y a un des mecs qui tient les cow-boys du ranch, c'est aussi un cow-boy. Enfin bref, il s'appelle Rip et il dit aux mecs, qui sont tous toujours un peu des criminels, des mecs comme ça, si vous voulez vous battre ici, vous devez d'abord vous battre contre moi. Tu vois, en gros, tu fous pas la merde, tu te bats d'abord. Et le mec, c'est l'espèce de montagne. Et il donnait sa stem, je le vois très bien comme ça. Genre, tu veux foutre la merde ici, d'abord tu te bats avec moi et on voit. Tu vois. Et je pense que ça doit calmer pas mal de monde. Mais bref, juste pour revenir sur Miami. Mais mince, du coup, j'ai oublié sur quoi tu me lançais sur. Pardon. Non, parler du fait que les stars viennent pas si facilement. Oui, quand pardon. elles sont dit ce qu'elles veulent gagner, et en même temps, elles viennent pas à Miami, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais j'ai l'impression, par contre, pour le coup, regarde, c'est bizarre, mais ce run, là, on a deux stars potentiellement disponibles, Bradley Beal, Damian Lillard. Et ces deux stars, quelle équipe elles mettent en tête de leur destination préférentielle? Miami. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis pas étonné pour ces deux joueurs-là. Honnêtement, moi je non trouve que plus. c'est deux joueurs qui colleraient bien avec l'état d'esprit du club.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais par contre, c'est vrai. Ça fait combien de temps que le Heat, on sait que c'est comme ça, que c'est solide. Et pourtant, Kevin Durant, ouais, il a considéré, il n'est pas parti. Tu vois, Gordon Hayward, il a pas. Alors, Gordon Hayward, aujourd'hui, ça peut faire rigoler, mais à l'époque, c'était quand même un des principaux free agents. Là, Marcus Aldridge, enfin, il y a un paquet de gars comme ça. Alors, Aldridge, il allait aux Spurs à la limite, mais tu vois, et c'est vrai que tu te dis, KD mais aussi. ouais, KD, ouais, je vois KD, ouais. Et tu vois, tu te dis, mais dans ce cas-là, c'est quoi le problème? Parce que c'est pas un grand marché, mais c'est pas un petit marché. Il y a la vie à Miami. Et surtout, ouais, comme tu as dit, tu te dis que tu joues la gagne, mais là-bas, tu sais que Miami, il manque que ça, en fait, pour gagner. Alors, qu'est-ce que tu attends, en fait? Mais ça montre un peu, de toute façon, l'hypocrisie de certains joueurs. Tu veux gagner, mais pas à tout prix. Ouais. Bah, c'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'images. En tout cas, bah, intersaison, voilà, comme vous en parliez dans le CQFR, et puis comme vous avez pu le voir, si vous êtes passé sur Basket Session, lire les news et les autres articles, Miami veut récupérer une star cet été, clairement. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de logique là-dedans. Les noms que tu as cités, Damien Lillard, Bradley Beal, c'est deux joueurs, effectivement, je pense qu'ils colleraient parfaitement avec l'état d'esprit et même les besoins de cette équipe. C'est du shoot, de la création et Mm. une capacité, plus pour Bill, pour le coup, à défendre. Mais ceci Ouais. dit, et quand on voit comment Miami arrive à compenser les lacunes défensives de certains de ses joueurs, c'est quand même un cas d'école aussi, hein. Il n'y a pas 50 staffs qui peuvent faire aussi bien. Donc vraiment l'été vraiment intéressant du 8. Moi je continue d'être. Je sais que ça sortira jamais, mais j'aimerais tellement savoir quand même ce qu'il en était du genou et de la cheville de Jimmy Butler. C'est quand même le truc Ah, qui bah, m'intrigue le plus, quoi. ah, il était sans doute pas à 100%. Mais après, en fait, le truc, c'est qu'à ce stade de la compétition, tu sais qu'il y a toujours une part de chance, en fait, pour être champion Ouais, et que ouais, la bien sûr. santé en fait partie, tu vois. Et que du coup, l'année où toute ton équipe, ça clique au niveau de la santé, ben, tu peux être en position. Regarde, les Nuggets, au final, ben, ils n'ont pas eu de blessés cette année, tu Non, vois. c'est clair. Et ça fait toute la diff. Et je pense que chaque année, le champion, tu peux regarder, au final, ils n'ont pas eu de blessés. Mais donc, oui, moi, je veux bien croire aussi que Jimmy Butler, il y a des moments où tu te dis, ça se sentait comme tu es dans le shoot et même dans l'agressivité en dribble, tu sentais qu'il n'y avait peut-être pas tout le jus qu'il a d'habitude, quoi. Ouais, notamment dans sa capacité à provoquer les fautes, parce qu'en fait, il y avait une stat qui était sortie où en gros, quand il a 10 lancers francs ou plus, le hit était intestable quasiment, quoi. Et en fait, sur les finales, rarement il s'est approché de cette barre, quoi. C'était Ouais. bon. Donc, non, tout ça à suivre. Euh, Toi, donc, juste pour faire court un petit peu, on a parlé un petit peu dans le CQFR de Miami comme une destination effectivement pour Bradley Beal. Toi, tu penses que c'est une destination crédible? Quel est ton sentiment là-dessus, toi, Antoine? Bill, à la limite, peut-être, parce que, comme on l'a déjà dit, les Wizards ne seront pas en position de force pour négocier, dans le sens où Bill il a une autre clause et quelque part, bah, il va là où il veut et du coup, ça ne pousse pas les autres, sachant qu'il a un très gros contrat sur plusieurs années. Et que c'est pas forcément un joueur étiqueté top 10. Donc lui, pour le coup, tu te dis qu'il y a moyen d'aller le chercher sans forcément lâcher une énorme contrepartie. Miami n'a pas une énorme contrepartie à céder. Miami n'a pas tous ses pics. La plupart des pics du hit appartiennent déjà à d'autres franchises. Il n'y a pas 50 jeunes talentueux. Tyler Hero serait de toute façon le cœur de n'importe quel transfert impliquant une star à Miami. D'ailleurs, quelque part, le fait d'avoir fait ce parcours sans lui, ça peut t'aider derrière à faire ce transfert, hein, si c'était le hit. Parce que tu te dis, bon, après tout, on a été en finale sans lui, on peut se permettre de le sacrifier. Donc Bill, je pense que oui, je pense que c'est crédible. Ça dépendra de ce que proposent toujours aussi les autres équipes pour lesquelles Bill est prêt à jouer. Je pense que Miami sera rarement numéro un sur les enchères. Par contre, pareil, Lillard, ça me semble pas impossible. Je pense pas que ça soit très crédible, mais je pense pas que ça soit impossible, dans le sens où c'est pas dans la même conférence que Portland. C'est toujours plus simple, hein, c'est tout con, mais Ouais, c'est 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 clair. plus simple. Tu sais que tu n'envoies pas chez une équipe que tu es susceptible de rejouer 4 fois dans l'année et voilà, qui est proche, qui est avec lequel tu seras en concurrence. Portland, pourquoi aussi c'est possible? Dans le sens où si Lillard venait vraiment à quitter les Blazers, je pense que les Blazers seront compréhensifs. C'est quand même l'icône de leur franchise. Il y aura l'envie de le mettre bien, tu vois, si je peux me permettre l'expression. Tu vois. Donc voilà, on sait que Miami, ça l'attire. Donc c'est une possibilité. Je ne pense pas que ça soit très probable, mais c'est clairement une possibilité. Après, trouver d'autres noms derrière sur le marché, je pense que le Heat, mine de rien, aura quand même du mal à faire venir une star. Siakam, c'est pas impossible non plus. Mais pareil, il y a d'autres équipes qui vont te devancer. Mais de toute façon, je pense que le plan, c'est
une star si on trouve, et sinon, bah, tant pis, on repart avec la même, quoi. On fait confiance à qui on a, et puis il y aura d'autres free agency, il y aura d'autres. De toute façon, c'est sur la durée. Hein. Il y a une vision. On parlait de Denver et de la continuité, mais le Heat aussi, au final, tu vois. Il y a une vision de. Si on n'est pas champion. Même quand LeBron. Je sais pas si tu te souviens, mais quand LeBron part, le Heat, à aucun moment, ils se disent on va reconstruire ou je sais pas quoi. Tu vois, il y a LeBron qui part, il y a Dwayne Wade qui part ensuite. Pas de Chris Bosh qui arrête sa carrière, il n'y a pas de panique du côté de Miami, il n'y a pas de reconstruction, il n'y a pas de on casse tout, ce que plein d'équipes auraient fait en fait. C'est même pas qu'il n'y a pas de panique, c'est voilà, c'est le côté un peu orgueilleux de la franchise d'être pas trailer. C'était Ouais, en mode ah, vous voulez partir? Bah vas-y, hein. ouais, vas-y, Allez, vas-y. la porte Allez c'est voir. là-bas, mais nous on va continuer à jouer de toute façon. Donc, Ouais, après, bah ouais, c'est vrai. c'est un peu con parce que par exemple, voilà, ça aurait quand même été plus propre si Dwayne Wade avait pu faire toute sa carrière à Miami sans passer par Chicago et Cleveland en termes d'esthétique. Ça, c'est un petit peu dommage, quoi. Mais oui, effectivement, c'est une équipe qui, quoi qu'il arrive, star, pas star, limite, t'as l'impression que. Je dis pas qu'ils s'en foutent parce que c'est clairement pas le cas, mais que star ou pas star, ils vont pas demander à ce comment dire, qu'on s'apitoie sur leur sort. Ce sera toujours aussi Non. compliqué d'aller les taper. Et puis ils ont une équipe compétitive. De toute façon, et Ouais, ça, c'est pareil. Hein. Il y a pas, il y a pas 30 franchises en NBA desquelles tu peux dire ça, quoi. Tu peux dire, quoi qu'il arrive, ils vont être compétitifs, ils vont jouer, quoi. Non, et c'est pour ça que j'espère que la prochaine free agency, peut-être pas celle-là, mais celle d'après, que voilà, tu parlais des stars qui prétendent vouloir gagner, mais qui ne considèrent jamais vraiment Miami, bah, j'espère que ça va venir, tu vois, que ces mecs-là, ils vont pas oublier ou un an et demi après, qu'ils vont pas oublier le hit, qu'il y a quelque chose à aller gratter là-bas. Tu vois, Butler l'a senti et il a fait 2 finales. Il a signé son contrat en 2019, été 2019. L'année d'après, ils sont en finale. Tu Et vois, c'est. petite anecdote, tu sais que quand ils ont fait le premier rendez-vous avec Jimmy Butler là, pour parler du fait qu'il puisse venir, ils l'ont pesé. Qui fait ça, quoi? Eh ouais, il y a aucune. Mais non, Qui fait ça? Et lui, il a dit ouais, pas de problème. Il y a des Et- et il y a des mecs, des superstars, tu leur fais ça, le meeting, il dure 10 Mais minutes. c'est le meeting. Déjà, tu le fais jamais dans un meeting. En fait. Ouais, Déjà, c'est un truc de fou. Après, je pense qu'il l'aurait pas forcément fait avec n'importe quel joueur. Je pense qu'ils avaient bien ouais, identifié que Jimmy Butler était suffisamment. Il a un profil suffisamment de psychopathe pour que limite ça lui donne encore plus de venir ouais, de qui venir à ça lui Miami. fasse plus confiance. Mais j'avais halluciné en entendant cette anecdote du 8. Ouais. Voilà, bah, Et écoute, tout Antoine, craché. ouais, voilà, du hit, voilà, du hit culture, tu sais, c'est ce qui a marqué quand tu ouvres le Larousse maintenant à hit culture, il y a hit culture, il y a marqué ça à côté, quoi, parmi les anecdotes pour expliquer un petit peu ce que c'est. On va refermer là ce podcast du vendredi. Comme on vous l'a dit, n'hésitez pas à l'écouter l'interview Audrey Soré, que Shai a réalisé, qui est disponible pour en savoir un peu plus sur ce championnat d'Europe 2023 qu'on va continuer à suivre avec intérêt. Vous pourrez suivre les résultats sur Basket Session. Nous, on vous donne rendez-vous lundi prochain. C'est CQFR le matin, un autre podcast l'après-midi. Puis après, on va reprendre notre rythme de croisière. Si vous n'avez pas encore précommandé ou si vous n'êtes pas encore abonné au MOOC Rivers, on vous invite vraiment à le faire. Ce numéro spécial Boston, on est vraiment allé en profondeur. Il y a des choses, je pense, intéressantes à en retirer. Nous, en tout cas, on vous souhaite de passer un super week-end et on vous dit à lundi. Ciao. Ciao. The game is out there, and it's either play or get played.